Vous êtes sur le miroir de la femme. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine en ce dimanche 22 août 2021. Une édition que nous débutons par les députés ressortissants de la région de Tillabéri qui ont rendu public au cours de cette semaine une déclaration de presse. Celle-ci est relative à la situation sécuritaire de la dite région. La teneur de cette déclaration avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Face à la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans la région de Tillabéri, les députés ressortissants de la dite région ont décidé de rompre le silence en faisant l'état de la situation. Ainsi, à travers cette déclaration, les députés ressortissants de Tillabéri ont dressé un bilan sombre des différentes attaques survenues dans la région. Depuis un certain temps, ces terroristes s'attaquent à des villages entiers en tirant sans distinction sur hommes et bétail, occasionnant ainsi plusieurs pertes en vies humaines. Leur mode opératoire consiste à poser des engins explosifs et à tendre des embuscades aux véhicules civils et militaires. Ces terroristes opèrent surtout en motocyclette, mais utilisent aussi d'autres types de véhicules, de chameaux, et tout récemment, ils ont commencé à utiliser des vélos. Ils attaquent en petit ou en grand nombre, menant des opérations coup de poing et disparaissent très rapidement dans la nature. Pour bien réussir leur dessein sordide, ces terroristes recrutent des complices dans les villages, si bien qu'ils sont informés de tout ce qui se passe. Le passage des FDS, les indicateurs des FDS, le nombre de bétail et de leurs propriétaires, etc. C'est ainsi que, dans l'intervalle d'un mois, 98 civils et 19 gendarmes ont été tués dans les départements de Bani Bangou, Torodi et Abala. Le drame le plus récent a eu lieu le lundi 16 août à Darédei au cours des travaux collectifs dans les champs où 37 civils ont été exécutés, dont 4 femmes et 13 mineurs. On dénombre également 4 autres femmes blessées. Pour mener une lutte efficace contre cette insécurité qui gangrène les populations de Tillabéri, ces députés font les recommandations suivantes. On recommande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer de sa présence sur le terrain pour davantage protéger et sécuriser les populations et leurs biens, de renforcer les renseignements de tout ordre, de faire agir avec promptitude les FDS et en particulier les interventions aériennes, de rendre effectives les mesures d'accompagnement aux populations afin d'atténuer les impacts de l'état d'urgence, de poursuivre les efforts pour le retour des populations déplacées dans leurs villages respectifs. Par ailleurs, les députés nationaux ressortissants de la région de Tillabéri attendent instamment la levée de mesures de l'interdiction de circulation des motocyclettes. Tout en partageant les douleurs des personnes frappées par cette insécurité, les députés ressortissants de la région de Tillabéri tirent la sonnette d'alarme tout en demandant aux autorités de renforcer davantage les mesures nécessaires pour la sécurité et la survie des populations de Tillabéri et surtout pour une relance de l'économie de la région. De leur côté, les populations ressortissantes de la région de Tillabéri ont tenu à Diadoseko une assemblée générale afin d'échanger sur la situation sécuritaire de leur région et envisager des solutions idoines pour une sortie de crise. Retrouvons une fois de plus Ralia Sami et Ibrahim Kantama.
tous les jours que Dieu fait, c'est des morts. Les derniers qu'on a enregistrés, c'est hier, dans la commune rurale d'Anzourou. L'insécurité va grandissante dans la région de Tillabéri et c'est pour ça que nous avons convoqué cette assemblée générale en vue d'une part d'informer les gens, les populations en tout cas de la dangerosité du banditisme dans la région de Tillabéri, mais également leur annoncer ce qu'ils voulaient entendre. Qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? Parce que depuis longtemps, les gens disent non, puisque le gouvernement a quelque part failli, il faut que nous nous défendions nous-mêmes. Nous avons fait cette annonce. Bien sûr que ça demande un travail en amont et même en aval. Donc ce sont ces informations que nous avons tenu à leur apporter. Après tout, le comité va continuer à travailler. Maintenant, nous leur avons donné le micro pour que chacun s'exprime. Parce que les gens, puisqu'ils sont un peu dispersés partout, chacun sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, bien sûr, nous allons tirer une synthèse. Bien sûr, nous allons mettre un comité qui va réfléchir sur les mesures idoines à prendre pour faire face à cette insécurité. Les députés, nous les avons maintes fois interpellés. Nous sommes même rendus là-bas pour rencontrer les députés de Tillabéri. Et nous avons entendu certains propos que n'eût été que c'est dans leur enceinte. Je ne sais pas comment ça allait se passer. Alors il faut saluer leur sortie, c'était attendu, parce que j'ai toujours dit, ils ne sont pas des membres du gouvernement. Un ministre, il est nommé. Même demain, le ministre et le président se réveillent, il peut le remercier. Or, un député, tu en as pour 5 ans. Et ce sont ces populations qu'on est en train de tuer aujourd'hui, ce sont eux qui vous ont élus, c'est grâce à eux, c'est à leur nom que vous êtes à l'hémicycle, vous parlez à leur nom. Normalement, tout ce qui arrive de mal ou de bien, concernant ces populations-là, ils doivent être les premiers au front. Donc nous avons salué ça et je pense que le gouvernement va les entendre parce que vous savez, entre le gouvernement et l'Assemblée, c'est un jeu de petits chiots. Et comme on dit en germain, excusez-moi de dire ça. Donc eux, ils sont proches, ils peuvent être entendus. Nous avons entendu leurs recommandations. Nous prions Dieu que le gouvernement puisse les prendre en compte. Direction Tawa où les populations étaient sorties massivement accueillir l'ancien président de la République et président de la Fondation Issoufou Mahamadou à l'aéroport de la dite région. Nos correspondants régionaux nous font vivre ces mots. C'est à 10h15 exact que l'avion transportant l'ancien président de la République du Niger et président de la Fondation Issoufou Mahamadou a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Tawa. À sa descente d'avion, son Excellence Aladji Issoufou Mahamadou a été accueilli par les membres du présidium du PNDS Taraya à leur tête Aladji Miko Ibrahim. bayan na ba da littayi wajen wanda mun tafi na makasa president Bazoum Mohamed, Allah shi mishi da jagora, Allah ya sa ya zama shi lafiya ya kare lafiya. Abin tarihi ne, tarihi ko wannan naku ne na ƙasa gaba ɗaya ne. Shekaru 10 an yi abubuwan tarihi da yawa, ba sai na zana su ba, na san kun san su. ƙasarmu ta sake fuska, ko da yake ƙasa ta sake fuska, kun sani aikin ƙasa bai da iyaka. Yan kada magana suka ce dashi ne ba da garka. Ƙasarmu alhamdulillahi lalle an yi abin a zo a gani. In Allah ya yarda tsara bayan tsara za mu ci gaba da gina ƙasarmu. Domin aka ce dama sannu-sannu ne ruwa. Ensuite, la délégation s'est rendue à sa résidence de la ville de Tawa. Après une pause et quelques retrouvailles, la délégation s'est transportée à Ilela et à Dandaji, où le président va passer quelques jours avant de regagner Niamey.
Autre aspect de cette rétrospective de la semaine, c'est la célébration le 19 août dernier de la journée mondiale de l'aide humanitaire au palais du 29 juillet de Niamey. Le thème retenu pour cette édition est la cause pour l'humanité, Human Rights, centrée sur le changement climatique et son impact sur les populations, en particulier les plus vulnérables. C'était sous le haut patronage du Premier ministre Oumoudou Mamoudou. Compte rendu, Zainab Gagara. La course pour l'humanité centrée sur le changement climatique et son impact sur la population les plus vulnérables est le thème retenu cette année pour la célébration de la 12e édition au Niger de la Journée mondiale de l'aide humanitaire dans les 5 régions à savoir Niamey, Tillabéri, Tawa, Maradi et Difa. 156 organisations de communautés humanitaires travaillent sur l'action humanitaire et la gestion des catastrophes au Niger, ainsi que dans le monde entier, dans plusieurs secteurs, notamment la sécurité alimentaire, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et l'éducation, afin d'apporter de l'aide et renforcer la résilience et protéger les populations les plus vulnérables des effets néfastes, en les sensibilisant sur l'impact du changement climatique dans chaque environnement. Tel est l'objectif visé à travers cette journée. Lorsque nous unissons nos forces, nous évitons la catastrophe et nous nous reconstruisons. Je rends donc hommage aujourd'hui à ce partenariat qui sous-tend l'action humanitaire au Niger, entre autorités responsables et proactives, une communauté internationale engagée, y inclut nos agences des Nations Unies qui œuvrent ici au Niger depuis des années et accompagneront le relèvement dans les années à venir. Et ces centaines d'ONG, nationales pour la plupart, aux capacités variables mais grandissantes, et qui sont en première ligne avec les communautés les plus touchées par l'insécurité et les inondations. Je rends hommage surtout à ces communautés résilientes qui nous montrent le chemin. À titre d'exemple, le déplacement forcé touche plus de 320 000 Nigériens. Il est impératif de leur trouver des solutions pérennes, adaptées à leur situation actuelle. Le Premier ministre, chef du gouvernement, rassure de leur contribution à cette initiative et l'engagement du gouvernement ainsi que celle du président de la République dans la lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique. Cette journée vise à rappeler au monde entier les défis importants que bravent les acteurs humanitaires auxquels vient s'ajouter l'urgence climatique. C'est l'occasion de réaffirmer l'engagement du gouvernement et du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, à continuer à lutter sans relâche contre les effets néfastes liés au changement climatique, en prenant des mesures hardies de nature à réduire les conséquences sur les personnes les plus vulnérables. Comme vous le savez, le contexte du Niger est marqué par des crises multiples et multiformes, causées d'une part par la persistance de l'insécurité dans les zones de 3 frontières, Mali, Burkina, Niger et dans le lit du lac Tchad, et d'autre part par les conséquences du changement climatique et de la pauvreté. Le gouvernement, pour sa part, continue à œuvrer pour créer les conditions d'un retour rapide de la sécurité et de la paix sur l'ensemble du territoire national, en dotant les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour mettre ces groupes armés hors d'état de nuire. Notons qu'au cours de cette journée, un défilé de mode a été offert par la styliste de la mode Mabiba, conçu à base des déchets plastiques, et a pris fin avec une visite guidée des stands d'exposition des humanitaires.
Juste après la célébration de cette journée, la coordinatrice humanitaire a animé un point de presse à la salle VIP du palais du 29 juillet de Niamey sur l'aide humanitaire apportée aux populations vulnérables et l'impact du changement climatique. Des questions ont été posées à la coordinatrice sur leur intervention au Niger. Suivez. Dans un monde parfait, les hommes et les femmes seraient égaux, il n'y aurait pas d'inégalités socio-économiques, il n'y aurait pas de déplacements forcés puisqu'il n'y aurait pas de violence ou encore de pénurie alimentaire, d'inondations, etc. Mais le monde est ainsi fait qu'il nous faut pallier à certains de nos manquements. Et le Premier ministre a été très explicite, pas seulement provocateur, en disant que le fait de catastrophes que nous vivons aujourd'hui est souvent le fait de l'activité humaine. Il en va de même de la situation du réchauffement climatique. L'activité humaine a été scientifiquement démontrée comme étant une cause importante du réchauffement de cette planète. Et donc, sans prendre des mesures drastiques et immédiates, la situation pourrait être irréversible. Ici au Niger, nous subissons le réchauffement climatique et ses effets, et de manière dramatique. Il ne m'est fallu que quelques mois de résidence ici au Niger pour constater les effets dévastateurs de l'érosion des terres arables, des périodes de sécheresse intense, des inondations dues à une pluviométrie variable, imprévisible parfois. Et ça nous touche tous de près, de manière immédiate. Ce que l'on a dans nos assiettes dépend de la capacité des agriculteurs de pouvoir cultiver. Les sources de nourriture s'amoindrissent. Les personnes déplacées sont moins à même de pouvoir cultiver leurs champs, d'avoir accès, ou même de pouvoir planter en temps et lieu utiles. L'action humanitaire, donc, vient pallier à cela, mais ce n'est pas une solution. Donc, si l'action humanitaire démontre les défis, les carences que nous avons dans nos sociétés et dans notre monde, l'action humanitaire aussi est un témoignage de solidarité. Cette solidarité repose en premier lieu sur la résilience des populations qui survivent aux effets dévastateurs climatiques, mais aussi de la violence que subit ce pays, injustement, l'a bien dit le Premier ministre. Ces populations sont en première ligne et c'est elles qui nous indiquent le chemin à suivre. Quand elles ont des propositions de solutions à leurs problèmes, il est de notre responsabilité d'y répondre conséquemment. Deuxièmement, ce partenariat avec les populations les plus touchées se fait avec des autorités, un gouvernement responsable et proactif. Et on l'a vu tout récemment en réponse à la situation du choléra qui touche plusieurs régions et districts, avec des matériels dépêchés sur place, du personnel formé aussi dépêché sur place, et une sensibilisation des populations à cette situation. Dans le cadre toujours de la journée d'aide humanitaire, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a animé un point de presse sur le bilan des inondations enregistrées au cours de l'année 2021. Suivant la teneur de ce point de presse avec le ministre Lawa Magaji. À la date du 16 août, le résultat est le suivant. Nous avons 11 428 ménages qui sont sinistrés au Niger, totalisant 97 573 personnes. Nous avons enregistré 6 827 maisons qui sont effondrées. Malheureusement, nous avons aussi enregistré 57 décès. Par rapport aux décès, nous avons même dépassé le nombre de décès à la même date en 2020. Mais seulement cela est dû surtout aussi au fait qu'il y a eu 8 décès
au niveau de la région d'Agadez qui n'étaient pas des décès liés directement à une inondation. Donc c'est pour cela que peut-être je dois un peu nuancer. Mais dans tous les cas, nous avons enregistré ces 57 décès malheureusement, malgré tous les efforts que nous faisons pour sensibiliser la population, pour éviter de rentrer dans des cours d'eau, pour éviter de rester dormir sous des maisons en banco lorsqu'il y a la pluie, de sortir au moins jusqu'après la pluie, pour éviter d'être sous des arbres, pour éviter de traverser des coris qui charrient de l'eau. On fait toujours des sensibilisations, mais malheureusement, nous sommes encore à ce stade. Nous venons d'enregistrer malheureusement ces décès, paix à leur âme. Également, nous avons perdu des animaux. Nous avons perdu 1211 petits ruminants, donc les chèvres et les moutons, c'est ça qu'on appelle petits ruminants. Nous avons également perdu 155 gros ruminants. Au niveau de l'ensemble du pays, on a 139 latrines qui se sont effondrées, 30 classes. Déjà, vous savez que en cas d'inondation pour les grandes villes comme Niamey, Maradi, Tawa, Zander, Agadez, c'est assez souvent les classes qui sont occupées et parfois ça reste jusqu'à la rentrée scolaire avec des difficultés. Nous avons également enregistré 2958 hectares de cultures qui sont inondées, donc dont les productions sont hypothéquées, 60 puits qui sont effondrés, 120 greniers, les greniers à 1000, les greniers à Oignon, donc on a 120 greniers qui sont complètement détruits, 23 mosquées, 4 forages et 6 routes endommagées. Donc les routes, c'est assez souvent parfois des ponts qui lâchent, c'est parfois carrément la route qui est coupée en deux avec la force de l'eau. Et donc vous avez constaté ici la grande activité qui a été faite dans le Guntiena avec les eaux derrière l'ORTN. Vous avez dû constater les dégâts que l'eau a eu. Sur tout un autre plan, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public un communiqué de presse. Il est relatif à la situation sécuritaire et les questions des droits humains au Niger. L'intégralité de ce communiqué avec Alouma Massane. Depuis le mois de juillet, notre pays connaît une vague de pluie diluvienne. C'est ainsi qu'il reçoit des données publiées par la Direction générale de la protection civile qu'à la date du 9 août 2021. 7812 ménages correspondant à 69 515 personnes ont été victimes de dégâts dus à l'importance des pluies enregistrées. Celles-ci ont en outre occasionné de nombreuses pertes en vies humaines. La plupart des victimes des inondations occupent actuellement des salles de classe, des écoles devenues des sites d'accueil de fortune, où ces sinistrés vivent pour beaucoup à l'air libre ou même le sol. Ces conditions de vie les exposent à de véritables risques, des maladies comme le paludisme, le choléra, du fait de la proximité des lits à des risques de propagation des virus de la COVID-19. Des attaques terroristes dans le département de Banobongou et Torodi, région de Tillabéri. Consécutivement aux attaques criminelles de Banobongou et Torodi, suivi de nombreuses pertes en vies humaines, plusieurs missions de la Commission nationale des droits humains CNDH s'étaient rendues dans ces localités. Il convient de rappeler que s'agissant de Banobongou, le 25 juillet 2021, des bandits armés à moto avaient attaqué la population du village de Huye. Le bilan est de 14 morts. 3 jours après le 28 juillet 2021, le village de Deikoukou était à son tour attaqué. Le bilan est de 19 morts, 3 blessés et un nombre important de bétail emporté. À Torodi, nos forces de défense et de sécurité FDS étaient tombées dans une embuscade le 31 juillet 2021 par les terroristes entre le village de Koutoubou et Tangonga. Le bilan est de 20 morts, dont un civil et 2 portés disparus. Le 16 août 2021, la population du village de Daraïde succombe à une attaque terroriste. Le bilan est de 37 morts, parmi lesquels 4 femmes et 13 enfants. Des attaques contre les personnes et leurs biens,
dans le département de Madaronfa, région de Maradi. La Commission nationale des droits humains CNDH suit avec une grande attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la région de Maradi, notamment dans le département de Madaronfa où des malfaiteurs constitués en bande organisée portent régulièrement atteinte aux droits des personnes. Droit à la vie, d'aller et venir, à la propriété, atteinte à l'intégrité physique ou bien des personnes, etc. Face à ces différents constats, la Commission nationale des droits humains, CNDH, recommande. C'est la situation des victimes des inondations. La Commission nationale des droits humains CNDH lance un vibrant appel aux autorités, à toutes les bonnes volontés et aux partenaires afin d'apporter une assistance rapide et conséquente aux sinistrés. En outre, elle attire l'attention des populations sur les risques auxquels elles s'exposent en occupant les espèces inondables par rapport aux attaques terroristes et les atteintes contre les personnes et leurs biens dans la région de Tillabéri et Maradi. La Commission nationale des droits humains CNDH, attachée au caractère sacré de la vie humaine et au respect des droits des personnes et de leurs biens, s'indigne du nombre de plus en plus croissant des enlèvements de personnes dans la région de Maradi. Elle s'indigne également des différentes atteintes aux droits humains commises par le groupe criminel dans cette région. Elle déplore les innombrables pertes en vie humaine enregistrées par les attaques terroristes. Présente à la nation, aux parents proches et amis des victimes, ses condoléances le plus attristé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Par ailleurs, la Commission nationale des droits humains CNDH, tenant compte de toutes ces situations devenues désormais récurrentes, invite les populations à établir une étroite collaboration avec les autorités en charge des questions sécuritaires, exhorte les forces de défense et de sécurité à apporter plus d'attention aux informations sur les aspects sécuritaires portés à leur connaissance par les populations, recommande à l'État, en plus des efforts déjà consentis, le renforcement des capacités humaines et logistiques de forces de sécurité, gendarmerie nationale, garde nationale, police nationale, qui sont constamment en contact avec les populations. Fait à Niamey le 12 août 2021 pour la CNDH, le président, professeur émérite Khalid Ekri. Assemblée générale élective au cours de cette semaine du syndicat régional des commerçants de Niamey sous le thème renouvellement du bureau régional. C'était au siège du syndicat national des agents de douane ISNADA. D'autres détails dans ce reportage. Après 4 ans d'intenses travaux dans le cadre de la défense des droits des commerçants, en particulier ceux de la région de Niamey, membres du syndicat régional des commerçants de Niamey, que ces derniers ont procédé en ce jour 20 août 2021 à une assemblée générale élective qui permettra de mettre en place un nouveau bureau. L'objectif de cette assemblée générale, comme vous le savez, est non seulement de renouveler le bureau régional des commerçants de Niamey pour un mandat de 4 ans, mais aussi d'amorcer un début de réflexion sur la promotion et le développement des activités économiques. Chers collègues, cette opportunité que j'ai me semble être la bonne occasion à saisir pour réaffirmer le soutien total des opérateurs économiques au chef suprême des armées, son Excellence Monsieur Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement à assurer la quiétude garante de développement économique sur l'ensemble du territoire national. Présent à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey a souhaité un bon déroulement de ces travaux. Cette assemblée générale a pour objet, comme l'a dit le président, la mise en place du bureau régional des commerçants de la région de Niamey qui aura à diriger votre organisation durant les 4 ans à venir. Je souhaiterais alors que tout cela se déroule dans la fraternité, dans la cohésion et la compréhension mutuelle, dans un cadre convivial en vue d'une meilleure défense de vos intérêts communs. Aussi, formulais-je le vœu
que cette Assemblée générale soit un gage de la construction d'une véritable représentation des commerçants, tous secteurs confondus, et je vous réaffirme que vous pouvez compter sur notre appui, surtout celui des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et de Son Excellence Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Notons qu'après la mise en place du nouveau bureau, le président réélu des syndicats régionaux des commerçants de Niamey a livré ses sentiments à la presse au nom de tous les membres du bureau, reconduits pour un second mandat. Pour les 4 années qu'on vient de nous renouveler, Inch'Allah, on va suivre le travail pas à pas, tous les secteurs différents secteurs de tous les délégués du syndicat. Tu sais, les syndicats de commerçants de Niamey, il est composé par plusieurs syndicats. Donc chaque secteur de commerce, on va mettre les yeux, on va apporter notre soutien. Et tout celui qui a un problème avec quel que soit dans leur activité, on va venir à sa côté, on va faire notre mieux pour résoudre ces problèmes, comme d'habitude. Et on va apporter notre soutien toujours aux autres commerçants de la région de Niamey. Espérons que ce second mandat reconfié puisse permettre au bureau de continuer où ils se sont arrêtés dans leur lutte de défense des droits des commerçants et apporter aussi des solutions aux différents problèmes qui minent les commerçants au Niger. 6e congrès ordinaire de l'Association des étudiants musulmans du Niger, AEMN, placé sous le thème l'AEMN, quelle contribution pour la promotion de la paix et du développement. D'autres détails avec Zainab Gagra qui commente les images de Abdelmouni Adram. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. Unis par la foi, ensemble pour le bien, est le slogan de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Instaurer la paix, la cohésion sociale pour le développement du pays et l'explication de ce slogan. Comme de leur coutume, chaque 2 ans, l'Association des étudiants musulmans du Niger réunit tous les membres de son association qui représente la structure au Niger à un congrès ordinaire. Après 2 ans de cela, ils se sont encore réunis pour leur 6e congrès ordinaire de la structure qui permettra de présenter aux membres de l'AEMN le bilan des travaux effectués pendant ces 2 ans. Si la paix est une relation de bien vivre ensemble, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence humaine, le développement est une évolution positive dans les changements structurels d'une zone ou d'une population qui engendre l'enrichissement de la population et l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces définitions sous-entendent le lien étroit qui existe entre la paix et le développement. Une voix affirme, je cite, « La paix, la sécurité, un avenir sont des besoins fondamentaux que les gens en proie à un conflit violent désirent et recherchent à tout prix. Car les conséquences sont vastes et brisent des vies et mettent le développement à l'arrêt. Ces dernières années, malheureusement, notre cher pays traverse une situation sécuritaire difficile, marquée par la résurgence des attaques sanglantes des bandits qui, au nom de leur islam, perpètrent, massacrent et pillent les pauvres citoyens, alors qu'il est connu par tous que la préservation de la vie humaine est un principe sacro-saint en islam. Des sages conseils ont été donnés aux responsables et membres de cette association, tout en énumérant le rôle qui revient aux structures islamiques. Le musulman, c'est celui qui
observe l'harmonie, en tout cas dans l'univers, et se dit que cela n'est pas le fait du hasard, comme certains philosophes ont voulu le faire. Et c'est pour cela que c'est réellement les hommes de science, c'est dans le milieu du savoir que la plénitude de la foi, on peut l'acquérir. Donc c'est pour cela que, comme votre président l'avait dit, les premiers musulmans, c'est eux qui étaient les meilleurs médecins, c'est eux qui étaient les meilleurs mathématiciens, c'est eux qui étaient les meilleurs physiciens, les meilleurs philosophes même, n'est-ce pas? Donc, et il faudrait garder cette harmonie-là. L'AMN et les autres structures islamiques ont un rôle crucial à jouer dans la résilience des populations nigériennes, majoritairement musulmanes, par la promotion d'une compréhension saine de la religion et du rôle de levier de développement qu'elle peut jouer, notamment dans la frange des étudiants appelés à assumer de grandes responsabilités dans le devenir du Niger. Un étudiant musulman imprégné des valeurs de sa religion et muni des outils que confère sa formation académique est assurément un acteur social sur lequel peut compter le pays pour promouvoir la paix et le développement. Notons que tout au long de ce congrès, des questions ont été posées et suggestions pour le progrès et le bon fonctionnement de la structure. Il faudrait aussi rappeler que pendant ce congrès, le bureau exécutif national sera renouvelé pour une durée de 2 ans. Parlons éducation dans cette rétrospective pour parler des examens du brevet de technicien supérieur BTS d'État qui débuteront dans quelques jours dans notre pays. À cette occasion, une de nos équipes est allée faire le point sur les préparatifs de ces examens dans les centres de formation de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Voyons cela avec Roufatou Mahamad. C'est dans la quête de l'obtention des diplômes d'État après 9 mois de dur labeur pour les candidats officiels afin d'avoir un chemin digne responsable, tout en ayant la maîtrise de sa filière et servir le pays, que ces candidats préparent à l'avance leurs examens du brevet technicien supérieur BTS d'État qui débuteront le 23 prochain dans les 8 régions du pays. Ces candidats sont-ils prêts à affronter ces examens à quelques jours seulement? Actuellement, nous avons atteint le programme. Actuellement, nous faisons que des exercices pratiques pour pouvoir préparer au mieux les candidats à affronter les épreuves, Inch'Allah, qui auront lieu, Inch'Allah, le 23 août 2021. Le programme reste intact, mais cette année, l'ONEX avait prévu des réformes concernant la filière communication des entreprises et un changement qui n'a pas été appliqué d'abord, selon les informations que nous avons reçues. L'appel que je lance aux candidats, c'est de se donner à fond pour pouvoir préparer au mieux leurs examens et décrocher leurs diplômes dans l'honnêteté et non à travers la tricherie ou autres moyens qui ternissent l'image de notre enseignement et également de notre éducation nationale, si on peut le dire. Il faudrait rappeler que la formation ne s'arrête pas seulement aux cours dispensés en classe, mais aussi il faut les exercices pour qu'ensemble vous corrigez vos erreurs et parvenir dans cette quête de diplôme d'État. Bouclons cette édition avec la revue de presse hebdomadaire comme chaque semaine. Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Bonsoir. Le renard de Yuri revient à Niamey. Hama peut bien aider Bazoum dans son combat contre les délinquants économiques, a constitué un des titres à la une du Monde d'aujourd'hui. Le retour de l'autorité morale d'une partie Lumanafa au Bercail soulève toute une vague de débats tant sur les réseaux sociaux que dans les états-majors des formations politiques de l'opposition, tout comme de la majorité, écrit à sa une le journal, pour qui les spéculations vont bon train sur une éventuelle collaboration entre l'actuel président de la République Mohamed Bazoum et le fin renard de Yuri Hama Amadou. Au fait, pour nous, une question reste suspendue à nos lèvres et nous l'appréhendons d'ores et déjà comme étant le sésame
ouvre-toi, l'alpha et l'oméga de toutes ces diarrhées verbales auxquelles les uns et les autres se livrent allègrement. D'un côté, existe-t-il une nuance entre Mohamed Bazoum et le parti PNDS Tareya, s'interroge le journal. De l'autre côté aussi, existe-t-il une nuance entre Hamamadou et le parti Louma Nafa, se demande toujours le journal. Pour ceux qui nous voient venir, il est évident que toutes les analyses et spéculations que les uns et les autres entretiennent doivent reposer au préalable sur une réponse claire et nette à cette question, auquel cas toute analyse serait forcément faussée. Aujourd'hui, il faut selon le journal y ranger ses yeux doux et caressants que le président Bazoum et certains membres du PNDS font à l'endroit de l'autorité morale du parti Loumanafa. Ce rappel est pour dire aux uns et aux autres que la politique n'est rien d'autre qu'un jeu d'intérêt, un jeu inqualifiable tant il ne repose ni sur la crédibilité intrinsèque des individus, ni sur des valeurs morales aussi intrinsèquement liées à la personnalité des hommes. Il y a des individus responsables dans leur vécu, mais jamais de personnes responsables politiquement. Discutable, ce serait élémentaire comme débat, écrit toujours le journal. Tant les actes de bassesse sont nombreux à travers lesquels jamais le commun des mortels n'a imaginé la possibilité de certaines combinaisons politiques, que ce soit chez nous ou ailleurs. Cependant, dans leur quotidien, nos politiciens et aussi ceux d'ailleurs témoignent de la loyauté et des valeurs morales intrinsèques en ce qui concerne leurs relations sociales au quotidien. Pour dire, selon le journal, que les deux hommes, Hama Amadou et le président Bazoum Mohamed, ne peuvent que se témoigner respect et sympathie. Un comportement qui a toujours prévalu lors de la survenance d'événements sociaux heureux ou malheureux chez l'une ou l'autre des personnalités. Quel problème alors y aurait-il si le président Bazoum Mohamed, dans son humanisme et dans la manifestation de ses valeurs d'homme, décide non pas de renvoyer Hamamadou en prison, mais de le placer en résidence surveillée? Quelle personne lucide ayant un cœur qui bat dans la poitrine voudrait renvoyer dans une cellule un homme dont la santé se fragilise de jour en jour, se demande toujours le journal. Au nom de quel texte de loi la jurisprudence ne peut-elle pas commander un tel comportement de la part du président de tous les fils du Niger, s'interroge le journal. Sauf si l'on reste adepte de ce courant philosophique outrageux et indécent que l'on appelle sadisme. Et le temps des 10 années du séjour du président Issoufou Mamadou au pouvoir, les Nigériens ont réellement découvert qu'il existe au sein du PNDS Tareya des hommes outrageusement sadiques et inhumains. Et oui, le journal ajoute que les Nigériens en sont pleinement conscients à présent. En effet, il n'y a que le sadisme et un caractère inhumain qui peuvent pousser quelqu'un à envoyer son prochain au front avec des armes défaillantes face à des adversaires qui opèrent aveuglement. Il n'y a que le sadisme qui peut guider un homme à voler plus d'1 milliard de francs dans le pays le plus pauvre du monde. Somme toute, le journal écrit plus loin qu'il y a dans l'entourage du président Bazoum des gens qui ne pourraient absolument pas voir et penser positif. Ces gens représentent non pas un danger pour Bazoum et sa gouvernance, mais pour le peuple et la société nigérienne en général. Ces gens, le président Bazoum a bel et bien raison de vouloir s'en désolidariser pour chercher d'autres repères. Puis l'affaire Ibou Karadje revient encore à travers les journaux cette semaine. L'actualité rapporte à ce sujet scandale politico-financier. Ibou Karadje parle et accuse. De rebondissement en rebondissement, la désormais tristement célèbre affaire Ibou Karadje, le tube de cet été, était très mouvementé, aussi bien du point de vue météorologique que judiciaire. Les pluies diluviennes actuelles et les inspections d'État n'auront justement pas livré tous ces secrets au public nigérien. Au départ d'une banale affaire d'escroquerie, comme on en voit tous les jours, nous voici aujourd'hui en présence d'un scandale politico-financier dont les tentacules s'étendent jusqu'aux entrailles du régime de la Renaissance du Niger d'Issoufou Mahamadou. Après les monstruosités découvertes suite aux inspections d'État menées au ministère de la Défense nationale sous le régime d'Issoufou Mahamadou portant sur plusieurs dizaines de milliards de nos francs, le dossier Ibou Karadje vient clore aujourd'hui cet intermède politique durant lequel la bonne gouvernance, tant claironnée à tue-tête sur tous les toits, aura été soumise à rude épreuve par des pratiques aux antipodes des règles élémentaires de gestion des finances publiques. Cependant, le journal écrit plus loin
que le régime de Mohamed Bazoum semble décidé à aller jusqu'au bout dans ce dossier sur lequel beaucoup de nos compatriotes l'attendent de pied ferme. Lui qui n'a cessé depuis son investiture de promettre de gérer le Niger dans la justice sociale en menant une lutte sans merci contre la corruption et les détournements des deniers publics. L'affaire Ibou Karadje est donc, selon le journal, un test grandeur nature pour éprouver sa détermination farouche dans ce noble et juste combat citoyen. Toute la crédibilité ultérieure de son pouvoir dépendra largement de sa résolution à aller jusqu'au bout de l'affaire, même si cela eût dû passer par l'épreuve masochique de se mordre le doigt soi-même, c'est-à-dire en n'hésitant pas à sévir contre son clan politique au cas où toutes les preuves nécessaires auraient été réunies dans ce sens. Pour sa part, le courrier nous rapporte à propos de ce sujet pourquoi Oumoudou Mamadou doit partir. L'affaire Ibou Karadje est une arête dans la gorge du président Mohamed Bazoum, ou plutôt une épine dans un pied avec lequel il compte aller loin. Désigné comme le principal responsable de ce scandale qui s'est étalé sur des années et au terme duquel l'État a été spolié de 8 milliards de francs CFA, le Premier ministre actuel est toujours accroché à son poste sans aucune intention de démissionner pour se mettre à la disposition de la justice, écrit dans sa parution le courrier. Pour qui c'est une situation assez cocasse qui, selon certains, met à nu le discours sans fond de Mohamed Bazoum. Ordonnateur principal de crédit en sa qualité de directeur de cabinet du président de la République, l'actuel Premier ministre ne peut échapper à une démission et une mise à disposition de la justice sans faire effondrer l'échafaudage en construction du président Bazoum. C'était lui, en tant qu'ordonnateur de crédit et éventuellement ses adjoints qui ordonnaient les dépenses de la présidence. Nous apprend le journal pour qui Oumoudou Mamadou ne peut ni ignorer les montants soutirés, ni les prétendus motifs qui y sont liés, encore moins le caractère fantaisiste de certaines des dépenses incriminées. Pourtant, lui et ou l'un de ses adjoints ont régulièrement ordonné l'exécution des dépenses que tout à l'exception d'une volonté de tricher commande d'arrêter. Clairement épinglé dans le rapport de l'inspection générale d'État, Oumoudou Mamadou est en principe en fin de course, écrit le courrier. Plus loin dans les colonnes du Monde d'aujourd'hui, l'on rapporte que l'affaire Ibou Karadje, du petit nom de ce comptable secondaire devenu chef de service transport de la présidence de la République, a particulièrement empoisonné les relations entre le camp du Nouveau et celui des Faucons au sein du PNDS. Bien que n'ayant pas encore concerné les premiers responsables de ce scandale dans lequel l'État a été spolié de 8 milliards de francs CFA, les arrestations opérées dérangent au plus haut au sein du Gotha Rose, nous apprend le journal. Les personnalités citées dans le dossier d'inspection, le Premier ministre Oumoudou Mamadou, entre autres, ne sont pas encore inquiétés. Mais pour combien de temps? Des sources crédibles indiquant que le président Bazoum lui aurait demandé de présenter sa démission. Les Nigériens, eux, attendent de voir la suite qui sera réservée à cette affaire. Le président Bazoum n'a pas d'autre choix que de se séparer de son Premier ministre, alors administrateur des crédits à la présidence de la République au moment des faits imputés à Ibou Karadje. Selon les experts du journal, ce dernier, tout comme les agents du Trésor arrêtés, n'aurait jamais pu perpétrer les forfaits révélés sans la complicité active de l'administration des crédits, de l'ordonnateur des crédits ainsi que d'autres responsables logés au ministère des Finances et qui exercent un pouvoir de contrôle régulier sur de telles transactions parfaitement encadrées pour ne pas s'apercevoir de la supercherie sur 3 années consécutives. En attendant que le président Bazoum, qui est actuellement en vacances à Zender, avise les Nigériens sur le sort de ce dossier brûlant, les faits, eux, montrent que Issoufou se mord les doigts d'avoir porté son choix sur Bazoum, conclut le journal, et c'est sous le titre « Désillusion chez Issoufou Mamadou, Bazoum Mohamed est loin d'être la marionnette attendue ». Quant au journal Le Nouveau Républicain, il rapporte dans ses colonnes la folie des grandeurs d'Issoufou Mahamadou à Tawa.
Notre ami STJ Sanoussi Tambarijakou avait l'habitude de parler de vertigo pour rayer les anciens dignitaires du MNSD, parti-État à l'époque où l'Alliance des forces du changement AFC, au début des années 90, était au pouvoir, écrit le journal. Où est donc aujourd'hui STJ avec le cas d'Issoufou Mahamadou, l'ancien monarque du Niger, mais atteint gravement de cette pathologie, lui qui en est le spécialiste attitré au Niger, s'interroge le journal. Pour passer ses douces et paisibles vacances, le monarque retraité Issoufou Mahamadou n'en est pas vraiment un, a décidé de voir les choses en grand, car de bon nombre d'apparats du pouvoir républicain, il reste toujours attaché, s'exclame le journal. En effet, une garde prétorienne impressionnante qui défie celle de l'actuel président de la République, un usage illégal des armoiries nationales sur les cartes d'invitation. Et la série sur gâteau, un accueil présidentiel dans son Tawa natal sont autant de signes cliniques observés chez le nouveau patient du docteur psychanalyste STJ. En réalité, le journal écrit qu'Issoufou Mahamadou aime et adore le pouvoir. Il ne peut, selon le journal, vivre et s'épanouir que dans cette illusion suprême. C'est une obsession chez lui, voire une pathologie, pourrait-on dire. S'il a quitté pacifiquement le pouvoir, c'était, selon le journal, plus par obligation constitutionnelle que par conviction démocratique, dans la mesure où, en réalité, il n'en a jamais eu. Mais à son corps défendant, son âme tourmentée sera éternellement en proie à toutes ces hallucinations qui rythmeront le restant de ses jours jusqu'à son dernier soupir. Alors, il ne lui resterait plus, selon le journal, qu'à imiter les anciens rois du Dahomey de la prestigieuse lignée des Béhanzins qui régnèrent sur le Bénin actuel durant plusieurs dynasties et qui, après leur mort, voyaient leur épouse et toutes leurs cours exécutées afin que celles-ci soient au service des défunts rois dans l'au-delà. Puis, en actualité politique, le journal Le Temps rapporte la crise politique au sein de la section du MNSD Nassara de Maradi. Moussa Mamandouti met à l'épreuve la commission d'arbitrage devant ses responsabilités, s'exclame en gros Le Temps. La crise politique au sein de la section du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara de Maradi est loin de connaître son épilogue après la mascarade organisée par la commission de conciliation dépêchée par le bureau politique national du parti. Le vendredi 14 août 2021, le candidat Moussa Mamandouti au poste du président de la section, dont la candidature a été rejetée sous le fallacieux prétexte qu'il ne paye pas ses cotisations au niveau de la section, cotisation qui n'a jamais existé, a déposé un recours d'annulation de la conférence régionale tenue le 7 août 2021 qui a fait l'objet d'une usurpation du pouvoir des délégués en désignant Djadi Amadou sans vote électoral président de la section auprès du président de la commission d'arbitrage conformément au texte du parti. Dans cette lettre de recours, le journal nous apprend que Moussa Mamandouti a récusé tous les membres de la commission qui ont participé au travestissement des textes du parti lors de la conférence régionale de Maradi. Il faut rappeler que les textes du MNSD Nassara prévoient le recours auprès de la commission d'arbitrage du parti en cas de violation des textes du parti par les instances ou en cas de litiges et contentieux électoraux avant d'ester toute action en justice. En cas de refus d'appliquer les textes du parti par la dite commission ou lorsque le militant n'est pas satisfait de la décision, il peut, selon le journal, porter l'affaire devant les tribunaux. Les textes interdisent tout recours devant la justice avant l'épuisement des voies de recours internes du parti. Au journal L'Indépendant Plus de rapporter que dans sa requête en date du 13 août 2021 adressée au président de la commission d'arbitrage et de conciliation, Moussa Mamandouti demande purement et simplement l'annulation de l'Assemblée générale élective du 7 août dernier, au cours de laquelle M. Djadi Adamou a été désigné président de la section MNSD Nassara de Maradi sans être élu, car selon Mamandouti, les délégués présents dans la salle n'ont pas eu droit au vote.
Moussa Mamandouti reproche par ailleurs à son challenger l'introduction de certaines pièces inutiles dans son dossier, notamment des pièces comptables par rapport auxquelles aucun article du code électoral ne fait allusion et qui ont servi de base au rejet de sa candidature, a-t-il souligné. Face à cette bataille de positionnement au sein de la section MNSD Nassara de Maradi, Moussa Mamandouti se base sur les articles 99, 50, 51, 52, 53, 54, 32, 33 et 60 du code électoral pour demander à la commission d'arbitrage de constater que sa candidature ne peut en aucun cas être rejetée par une commission de candidature qui du reste n'a jamais existé au sein de toutes les sections régionales, a-t-il soutenu selon le journal. Face à la détermination du challenger Djidjadi Adamou pour l'annulation de l'Assemblée générale élective du 7 août dernier, le parti, par le biais de la commission d'arbitrage et de conciliation, n'a d'autre choix que de trancher ce litige avant que la situation n'atterrisse au niveau des tribunaux. Et pour finir, parlons de ce renouvellement des inspecteurs généraux d'État. La roue de l'histoire écrit dans ses titres « Mieux harmoniser la lutte contre le détournement des deniers publics ». Il y a quelques jours, il a été mis fin aux fonctions de l'ancienne équipe des inspecteurs généraux d'État. Cette mesure relève, selon le journal, du reste d'une simple routine administrative normale, un acte classique à temps. Mais cela traduit la ferme volonté du président de la République de mener une lutte âpre contre le détournement des deniers publics en renforçant les structures dédiées à cette opération. En ce qui concerne l'inspection générale d'État, des réflexions ont été faites par les services techniques à la demande du président de la République lui-même en vue de sa restructuration afin de la rendre plus efficace. L'objectif ici est, selon le journal, d'apporter quelques corrections à cet organe pour le rendre plus opérant. Dans sa forme actuelle, l'IGE est constitué par exemple des personnalités issues de plusieurs domaines qui n'ont pas forcément de compétences en matière de finances ou de contrôle de fonctionnement de l'administration. Au-delà de l'IGE, les réflexions visent à harmoniser et à renforcer le dispositif de la lutte contre le détournement des deniers publics. Il s'agit de trouver une formule pour permettre à la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'SIA, à la Cour des comptes et à l'inspection générale d'État et à la justice de jouer chacune son rôle et de travailler dans la plus grande harmonie et dans l'efficacité sans chevauchement. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.